Bonjour et bienvenue à cette conférence Energaia sur la démarche de rénovation Énergie-Sprong. Alors, cette démarche vise à industrialiser et massifier la rénovation des logements avec un objectif, garantir zéro consommation d'énergie pendant 30 ans, en particulier avec la préfabrication de façades isolantes et la pose d'énergie renouvelable. Alors, c'est un changement de paradigme énorme en passant de l'obligation de moyens à une obligation de résultats. La démarche arrive en France et nous allons voir avec nos invités les premiers projets qui sortent de terre. Alors pour cette conférence, donc moi je suis Aude Richard, je suis journaliste spécialisée en énergie et vous, on va essayer de savoir qui vous êtes. Donc vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat à côté. Donc il y a un onglet Q&R où vous pouvez poser vos questions, vos remarques et puis nous les traiterons petit à petit au cours de la séance. Alors pour ça, il y a deux modérateurs. Donc je salue Jonathan Curie d'Envirobat Occitanie qui coanime une communauté d'acteurs Énergie-Sprong. Et puis Cyril Royer, qui est directeur projet bâtiment durable à la région Occitanie, qui accompagne aussi les bailleurs sur la démarche Énergie-Sprong. Bonjour messieurs. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous, auditeurs, que l'on ne voit pas, pour commencer, on va vous faire un petit sondage. Alors, pour répondre, c'est très simple. C'est en dessous votre player, votre écran. Donc, la première question, c'est êtes-vous présent ici en tant que professionnel de l'énergie ou bien en tant que professionnel du secteur du bâtiment? Est-ce que vous êtes plutôt en charge d'un bâtiment collectif ou d'un autre secteur? Voilà, vous cliquez juste en dessous de votre écran et comme ça, le sondage s'affichera dans quelques instants. Pareil, si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat pour qu'on vous réponde rapidement. Donc, en attendant les résultats du sondage, nous allons vous présenter nos intervenants. Donc, déjà, Sébastien Delpont, bonjour. Est-ce que vous arrivez, Sébastien Delpont? Oui, bonjour. Donc, je dirige le programme Énergie-Sprong France, donc cette initiative qui vise à massifier des rénovations zéro énergie pour dupliquer en France cette approche qui a eu du succès en Europe, initialement aux Pays-Bas, qui se déploie aussi en Italie, en Allemagne, en Angleterre et bientôt aux États-Unis et au Canada pour arriver à l'adapter aux spécificités françaises. Et je porte ce projet pour la société Greenflex, société de service à la transition écologique dont je suis l'un des dirigeants. Oui, et donc vous serez vraiment notre référent, notre expert Énergie-Sprong. Nous allons aussi accueillir Fabien Lasserre. Donc vous êtes responsable du pôle ingénierie et recherche et développement de Vilogia dans le Nord. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, en effet, donc je suis responsable de tout ce qui est R&D pour Vilogia, qui est un bailleur social. On gère à peu près 75 000 logements sur toute la France, principalement dans le Nord. Et je coordonne aussi depuis 2015 les projets Énergie-Sprong pour Vilogia et également la structuration de la filière Énergie-Sprong pour les Hauts-de-France. Parfait. Nous accueillons Isabelle Albert, responsable ingénierie financière pour ACM Habitat Montpellier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Oui, donc je représente ACM Habitat, qui est le premier bailleur social en Occitanie, qui gère environ 22 000 logements. Et je m'occupe de tout ce qui est financement et montage d'opérations. Et je m'intéresse notamment à tout ce qui est innovation, et encore plus dans le cadre de l'innovation énergétique. Parfait. Nous accueillerons également Paul Sachot, donc, qui est responsable réhabilitation et entretien de S Métropole Habitat, donc dans la banlieue de Lyon. Eh bien, je pensais que vous alliez être en retard, monsieur Sachot, mais vous êtes là. Merci. Bonjour à tous. Paul Sachot, responsable du service réhabilitation, et je fais partie, on va dire, du canal historique avec quelques-uns pour essayer de bouger des positions en termes d'efficacité énergétique en France depuis un certain nombre d'années. Merci d'être présents tous les quatre. Alors, maintenant, réponse du sondage. Qui sont nos auditeurs? Qui êtes-vous? Ah bah parfait. Alors, donc, on a d'autres secteurs qui sont là à 43%. Les professionnels de l'énergie sont là à 30% à peu près.
en charge des logements collectifs et des bailleurs à que 3%. Bon, ils sont sur peut-être sur d'autres thématiques en ce moment. Et puis, je fais partie du secteur du bâtiment, donc 25%. Ça, c'est vraiment intéressant que les entreprises répondent présentes. Merci beaucoup pour ce premier sondage. Allez, je vous en fais un autre. Maintenant que vous avez bien compris comment ça fonctionnait, donc vous savez, hein, en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer. Alors, connaissez-vous la démarche EnergySprong? Oui ou non? C'est très simple comme question. Alors, connaissez-vous la démarche EnergySprong? Donc, vous pouvez cliquer juste en dessous. Allez, c'est rapide. On va clore le sondage rapidement. C'est juste pour savoir. Et puis, ben voilà, si vous avez des questions à poser à nos invités pendant la conférence, n'hésitez pas à cliquer à droite de votre écran sur l'onglet Q&R. Les résultats vont s'afficher. Alors, qui connaît cette démarche EnergySprong? Cette démarche très innovante qui arrive des Pays-Bas, en effet, et qui débarque en France. Ah voilà, alors à 86%, on ne connaît pas cette démarche, donc cette conférence va être très utile. Alors justement, pour commencer, je vous propose une introduction avec Sébastien Delpont, qui va nous commenter une petite vidéo, parce que comme ça, on va être plongé directement dans la rénovation EnergySprong avec quelques images. Magnéto, Kevin, merci. Donc, en tout cas, ravi d'échanger avec vous et de partager sur ce projet. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la première vidéo, avant d'introduire le propos. C'est une vue d'une cité, en tout cas dans les Hauts-de-France, d'habitat, qui étaient des passoires énergétiques. Et toute l'ambition d'EnergySprong, c'est comment on ramène le plus rapidement possible, de façon plus efficace et de façon industrielle, parce qu'effectivement, la précarité énergétique, c'est un problème industriel, des logements et une ambition très forte, zéro énergie. En usant des façons et des modes de faire qui sont atypiques dans les approches. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un scan 3D de ces bâtiments qui a été fait pour essayer de comprendre, en tout cas, et de mesurer de façon précise des données qui sont ensuite envoyées à des bureaux d'études qui font ce travail de qualification du bâti pour être capable derrière de dimensionner, en tout cas, des façades nouvelles. L'idée, c'est vraiment de rhabiller les passoires énergétiques avec un nouvel habit, en tout cas, pour ces logements, des façades isolées, préfabriquées, mais qui vont être faites en fonction des mesures réelles et des dimensions réelles de ces bâtiments. Donc, c'est un projet qu'on a commencé. Ça, c'est la première opération pilote qui a été menée dans les Hauts-de-France, donc chez Vilogia, dont pourra parler Fabien Lasserre, même s'il a changé d'échelle, puisque là, c'était une première exploitation sur 10 logements. Là, on est passé chez Vilogia à 160. Et donc, on a pu derrière, en atelier industriel, travailler à fabriquer ces nouvelles façades dans lesquelles on va arriver sur site pour pouvoir intervenir dans un temps record à apporter, en tout cas, cette nouvelle façade isolée préfabriquée, une toiture isolée sur ces logements et des nouveaux systèmes énergétiques, avec l'ambition qu'après ces travaux très rapides, les gens soient donc isolés et que les logements soient rénovés zéro énergie avec une garantie de performance énergétique sur 30 ans. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on change d'échelle, que la précarité énergétique est un problème massif. À 75%, la ville de 2050, c'est la ville d'aujourd'hui qu'on aura plus ou moins bien rénovée. Il faut oser se dire que si l'objectif c'est zéro carbone, zéro énergie à horizon long terme, il va falloir commencer à faire des rénovations zéro énergie si on veut tenir cet objectif un petit peu sérieux. Alors forcément, ce n'est pas les façons de faire habituelles. On n'est pas en train de découper des blocs de polystyrène sur le chantier. On travaille de façon différente, des approches en tout cas innovantes dans les modes de faire, avec encore beaucoup de questions à se poser et d'innovations à mener pour le réussir. Comme exposé, EnergySprong, ce nom barbare, ça veut dire saut énergétique aux Pays-Bas. C'est le parti pris que font des gens, que ce n'est pas parce que les rénovations coûtent cher aujourd'hui et sont complexes qu'elles ne peuvent pas coûter moins cher demain. C'est un secteur, le secteur de la construction, qui est relativement peu digital, peu industrialisé et peu lean dans ses process et ses façons de faire. Et tout le parti pris, c'est comment on accompagne les filières pour arriver à créer des filières de rénovation massive. On voit bien que c'est un enjeu majeur qui est poussé par les politiques publiques, qui est poussé par la demande. Je ne vous refais pas un dessin sur les gilets jaunes. Je veux dire, c'est un problème social majeur, la question énergétique et la pauvreté énergétique. Simplement, maintenant, il s'agit de comment chacun fait un pas de côté pour arriver à changer dans ses modes de faire. Parce que s'il faut rhabiller avec des solutions un peu plus prêtes à porter nos logements et nos bâtiments, il va falloir quelques grands standards de la rénovation. On est capable de s'habiller sans aller chez le tailleur maintenant, avec du XL, du M, du S et du S, des grandes tailles pour se rhabiller tous. EnergySprong, c'est l'ambition d'avoir un segment de marché de rénovation zéro énergie.
Donc, tous les types de bâtis ne se prêtent pas à ce type de rénovation, mais on se rend compte qu'il y a une part majeure de bâtiments en France qu'on peut rénover de cette façon. Donc, c'est beaucoup plus ambitieux que BBC, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que BBC, c'est l'ambition de ramener les logements à une étiquette B, mais simplement on pourra ramener l'ensemble des logements français, donc 26 millions de logements à ramener en étiquette B en 2050. Il ne faut pas qu'on se voie la face, il y a des logements qu'on n'arriverait pas à ramener techniquement au-dessus de C. Donc, pour arriver à cette performance B moyenne sur le parc, il faudra au moins qu'on ait 20 à 30% des logements qu'on ramène à un niveau au-dessus du B, qui est ce niveau A+. Avec ce segment qui a vocation à être un segment locomotive qui va tirer l'innovation, parce qu'en fait, il y a des opérations sur lesquelles on saura faire, avec un coût global équilibré, des rénovations zéro énergie. Parce que les gains énergétiques, la production locale, parce que le fait d'aller tellement loin dans la performance énergétique va générer tellement d'économies, et par rapport aussi à l'économie immobilière du projet, qu'il y aura un vrai sens à rénover de façon extrêmement ambitieuse. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fort, puisque là, c'est plus fort que ce que demande la réglementation dans le neuf, puisque dans le neuf, on ne doit pas être à zéro énergie, et surtout dans le neuf, il n'y a pas de garantie de performance énergétique. Donc, on fait dans l'ancien quelque chose qui est plus performant que dans le neuf, qui est un sacré challenge. Oui, c'est ça, c'est vraiment un sacré challenge. Vous garantissez zéro consommation d'énergie sur 30 ans. Comment c'est possible, ça? C'est possible en reprenant de façon intégrale le bâti, c'est-à-dire vraiment rapporter, il y a 3 macro-lots essentiels, ces façades qu'on a vu apporter sur les bâtis, des nouvelles toitures, des systèmes énergétiques pour apporter un nouveau cycle de vie à ces logements, avec cette ambition qui est simple, parce qu'on a besoin à un moment de se mettre d'accord, ce qui va faire et ce qui fait la puissance de la création d'une dynamique territoriale. C'est un peu comme ce qu'a réussi le bio dans l'agriculture, c'est-à-dire une ambition simple. Zéro pesticide, c'est simple, tout le monde comprend, même ma grand-mère. Voilà, zéro énergie, elle ne sait pas ce que ça veut dire des 150 kWh en énergie primaire. Par contre, zéro énergie, elle comprend. Il faut qu'on arrive à s'aligner. Tout le succès, si on est beaucoup de maîtres d'ouvrage, beaucoup de demandeurs à demander les mêmes ambitions, ça va permettre aux acteurs économiques, à tous les acteurs de toute profession, architectes, bureaux d'études, industriels, de développer des solutions plus industrielles qui va leur permettre de répondre à cette demande en respectant la règle du 80-20 dans le bon sens. Trop souvent, dans l'immobilier, on réinvente la roue d'un projet à un autre parce qu'on fait 80% d'études spécifiques et on ne prend que 20% de ce qu'on a fait sur d'autres opérations. Là, l'idée pour arriver à baisser les coûts, parce qu'on a un vrai challenge sociétal de démocratiser au plus grand nombre l'accès à des rénovations zéro énergie, il va falloir qu'on ait à 80% d'une opération A à une opération B, qui a des charges identiques, qui va faire de mieux reproduire des solutions qui vont devenir de plus en plus éprouvées. Et donc, les Hollandais ont réussi comme ça à baisser les coûts de 50% en 5 ans, en s'organisant à l'échelle d'un grand territoire. Mais les Pays-Bas, c'est grand comme l'Occitanie, c'est grand comme Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un pays, mais c'est un pays région dans sa taille, effectivement, et c'est à l'échelle de territoires régionaux qu'on peut réussir à créer des filières industrielles nouvelles autour de ces rénovations zéro énergie. Donc, on va le voir après, les retours d'expérience sur le terrain, aussi bien à Lyon que dans les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, en fait, comment vous coordonnez toute cette démarche Énergie-Sprong en France? Alors, c'est vrai qu'on a un rôle atypique qui perturbe les acteurs, parce qu'effectivement, ce rôle, c'est d'être un facilitateur d'intérêt général. Nous, on est rémunéré à 100% par la puissance publique, on rend des comptes à l'ADEME, la Direction générale de l'énergie et du climat, pour jouer ce rôle de facilitateur entre l'offre et la demande. Il y a souvent eu dans les politiques publiques des actions de soutien à l'offre, comment des maîtres d'ouvrage qui font des opérations exemplaires sont soutenus, et c'est important, comment des acteurs économiques qui innovent sont aussi soutenus, du crédit impôt recherche, du plan d'investissement d'avenir, mais parfois l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Et notre rôle, c'est de faire ce lien entre l'offre et la demande des facilitateurs. Ça va être des réseaux d'entreprises régionales, tels qu'Envirobat, ça va être des autorités régionales ou des collectivités à d'autres échelons, bien évidemment, et puis des financeurs, des gens comme la Banque des territoires ou d'autres acteurs, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'aligner les intérêts, de nier les contraintes de personne. Les architectes ont leur jeu de contraintes, les typologies de bâtis sont ce qu'elles sont là où elles sont, les régions ont leur climat, et de voir comment on arrive à aligner ces intérêts pour en faire un marché gagnant-gagnant pour les uns et les autres. C'est ça notre rôle. Merci Sébastien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les projets sur le terrain, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Jonathan, est-ce que nos auditeurs ont déjà posé quelques questions? Oui, alors effectivement, nous avons une question. Alors, Sébastien en a parlé très rapidement. Quel est le coût d'une telle rénovation? Alors, le coût de ces rénovations, les premières rénovations aux Pays-Bas ont coûté, et c'était le cas en France aussi, 130 000 € le logement. Donc, autant vous dire que les comptables, les directeurs comptables des bailleurs sociaux ont fait des crises cardiaques, mais on les a réanimés.
Les deuxièmes projets ont coûté moins cher, les troisièmes côtés ont coûté moins cher. Et de projet en projet, on a des baisses de coûts qui arrivent, et c'est vertueux. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'on obtient, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un marché qui se stabilise aux Pays-Bas à des coûts autour de 70 000 € le logement. Alors les gens disent, mais c'est monstrueux, c'est très cher. Oui, mais ça dépend comment on compte. En coût global, ces opérations sont parfaitement équilibrées parce que le maître d'ouvrage met 30 000 € comme avant, mais il a 15 000 € de C2E. La somme des économies générées, des revenus photovoltaïques, fait qu'on arrive à des opérations extrêmement équilibrées. Donc, toute l'ambition, c'est d'arriver à un modèle d'affaires qui fonctionne à moyen terme sans subvention. Il a fallu 5 ans pour atteindre ce point d'équilibre économique. Voilà. Donc aujourd'hui, certes, on fait des choses qualitatives, mais on ne peut pas comparer une rénovation à 1 € ou bien dans lequel on a juste soufflé d'isolation dans les combles, ce qui est parfois important à faire pour soulager une douleur énergétique chez des ménages en précarité, qui va baisser leur facture de 10-15% assez vite, à une rénovation où on fait moins 100% garantie sur 30 ans. Donc c'est effectivement pas les mêmes coûts, mais pas les mêmes bénéfices et pas la même création de valeur pour les territoires. Parce que clairement, l'idée, c'est de flécher massivement des dépenses en énergie fossile et fissile en travaux qui sont beaucoup plus territorialisés, beaucoup plus intenses en emploi sur les territoires. Donc, avec des équations qui tournent au coût global. Sachant que c'est aussi le début de l'histoire. Et forcément, ce n'est pas au bout de quelques centaines de logements qu'on arrive au prix qui ont été atteints au bout de plusieurs milliers aux Pays-Bas. Mais en tout cas, on est sur la bonne trajectoire, mais il y a encore beaucoup à faire pour continuer à innover. Et ça se fait parce qu'on arrive à gérer ça à l'échelle d'un territoire de façon vertueuse et coordonnée. Alors justement, merci beaucoup. Justement, Fabien Lasserre, vous êtes responsable du pôle d'ingénierie, recherche et développement de Vilogia et vous avez participé aux premiers démonstrateurs, donc au début 10 logements qui ont été expérimentés. Et puis, vous avez renouvelé l'expérience avec 160 logements individuels à Wattrelos dans le Nord. Alors, est-ce que vous avez réussi à baisser ce coût de rénovation? Quel a été votre projet et votre démarche? Alors, en effet, Vilogia, on a découvert Energisprong avec notre réseau de partenaires européens avec qui on monte des projets de R&D. Je vous avouerai qu'au début, c'était un peu très étonnant pour moi parce que je me suis dit waouh, des maisons à zéro énergie réhabilitées en 3 semaines et tout ça avec une garantie sur 30 ans, c'est extraordinaire, c'est un peu le Graal absolu. Donc on a lancé ça a été livré en mai 2019, ça remplit complètement son objectif parce que c'est quand même la base. Là on est même à 30% au-dessus, sous la latitude de Lille. Alors pour les personnes qui sont dans le sud de la France, en tout cas sous Orléans, peuvent se dire ah là là, mais ça produira jamais assez d'énergie, ça va pas marcher. Donc ça marche complètement. Et puis les impacts positifs également, c'est que c'est très résilient au niveau du changement climatique et au niveau du confort. C'est-à-dire qu'à Lille maintenant, l'été, ça fait 2 étés de suite où il fait 41 degrés pendant une semaine. Et à l'intérieur des logements, il fait pas plus de 26 degrés. Donc ça change complètement. Et puis à Lille, on a encore des semaines en février où il fait pas plus de -3. Il faut pas au-dessus de -3 degrés. Climat très étrange. Et là encore, le bâtiment est tellement inerte, tellement bien isolé, tellement à haute performance que les gens sont toujours autour de 21 degrés dans leur logement. Donc ça remplit complètement ses promesses. On a bien compris que le but et toute l'innovation chez Vilogia à chaque fois, c'est pas de se limiter à la vitrine, mais vraiment d'impulser une modification profonde d'une filière, d'une nouvelle façon de construire et de rénover. C'est pour ça qu'on a identifié tout de suite notre parc ce qu'on pouvait traiter. On a commencé par des maisons individuelles puisque c'était ce qui était le plus simple à traiter. On a identifié en gros 800 logements qui étaient mobilisables tout de suite sur les 3-4 prochaines années. Donc les 160 logements de Wattrelos font partie de cela. On a calqué les mêmes types de contrats que ce qu'on a fait sur M pour aussi rassurer les entreprises, leur montrer qu'on ne change pas tout le temps ce qu'on souhaite. C'est important de la part des maîtres d'ouvrage de dire voilà, on sait ce qu'on veut et ça sera toujours la même chose et charge à vous de faire baisser les prix après et de vous perfectionner par rapport à ça. Donc le chantier de Wattrelos, on est parti à 120 000 € à peu près de N, subventionné à 50% par l'Europe. Merci l'Europe. Ensuite, à Wattrelos, sans subvention, on arrivait à 100 000 € au logement, ce qui peut paraître hors de prix. Une réhabilitation d'une maison individuelle, c'est autour de 70 000 €. Sauf que, comme le disait très bien Sébastien Delpont, il faut regarder ça sur un cash flow sur 30 ans.
On a la revente du solaire, on a aussi les certificats d'économie d'énergie. Ça intègre aussi tout ce qui est, on n'a plus besoin de remplacer les équipements puisque tout est garanti avec le remplacement. Donc c'est une modélisation financière différente qui fait que notre opération Waterloo est équilibrée, même si on est à 100 000 € au logement. Donc ça nous a encouragés et alors là on a commencé nos 32 logements collectifs à Roubaix en test. On a lancé notre marché de 200 logements successifs à M. Là, donc les offres vont sortir sur début août. Et puis, on a discuté avec la région, avec les autres bailleurs, en disant OK, on a même eu l'idée à un moment de créer nous-mêmes notre propre usine, puisque ça décollait pas trop, alors que nous on y croyait. Et puis on avait identifié au total 4000 logements après à mobiliser immédiatement. On s'est dit non, on n'a qu'à mettre commande plein, donc on peut faire notre usine pour nous-mêmes. On va en parler un petit peu après, justement. Ouais, au final, on s'est dit, en fait, c'est pas une très bonne idée parce que supposons que tout décolle à côté et nous, on va un peu figer une usine avec 35 personnes qu'on va devoir embaucher. Alors que si on met plutôt ces 4000 logements pour stimuler une filière, ça permettra d'avoir plus de concurrence et de bonnes idées qui vont sortir. Donc, on s'est plutôt orienté là-dedans. Et puis, réglementairement, un bailleur social qui fait aussi entreprise et maître d'œuvre, ça se fait pas trop en France, mais ça s'est fait en Angleterre. Donc là, on a fait fin d'année et ça va être signé demain. Un groupement interbailleur pour Energy Sprong pour rénover 1100 logements Energy Sprong avec des démarrages de travaux donc sur mi-2022, donc c'est demain en fait. Donc on a 7 bailleurs aidés par la région, par la Banque des Territoires, par l'ADEME. L'objectif, on s'est dit, moi ce que j'ai dit à la région et à la Banque des Territoires, c'est bien beau de réussir, déjà c'est une prouesse de réussir à grouper 1100 logements comme ça, mais derrière les entreprises, il faut qu'elles aient un carnet de commandes, une visibilité, et puis il faut qu'elles apprennent, et c'est notre responsabilité de développer cette filière. Donc là, on va commencer à travailler là-dessus sérieusement à partir de septembre avec la région. Il y a eu une embauche qui a été prévue au niveau de l'Union sociale pour l'habitat Hauts-de-France aussi, de se dire, on va proposer un écosystème dans les Hauts-de-France, et j'espère que ce sera porté aussi par les autres régions, où Hauts-de-France, terre d'accueil des champions de la rénovation énergétique zéro énergie, on va mettre à disposition un carnet de commandes avec, on espère, des paquets triennaux de quelques milliers de logements. Pas plus pour l'instant sur la décennie parce qu'il faut pas noyer, mais il faut avoir une visibilité et un flux continu, c'est ça qui est important. Mais de la formation, moi je suis en discussion avec nos 2 pôles de compétitivité qui sont le CD2E et le pôle énergie, qui réfléchissent à commencer à diffuser des formations sur Energy Sprong à partir de la rentrée. Du retour d'expérience, de la capitalisation. Moi, je suis en lien avec nos voisins anglais, belges, hollandais et allemands. Et c'est intéressant et c'est stimulant de voir comment ils avancent aussi, parce qu'ils avancent de la même façon, en même temps que nous, par rapport à ça, et des financements. J'intervenais tout à l'heure aux rencontres d'Energy Sprong et il y a quelqu'un qui a posé la question de est-ce que vous allez faire des appels d'offres de financement ? C'est-à-dire qu'en effet, il faut ouvrir toutes les possibilités de tiers investissement, de financement privé, de financement public, d'aide, de prêts à des taux particuliers, puisqu'on construit le futur. C'est maintenant que ça se fait. Et c'est ça qui est passionnant avec cette histoire d'Energy Sprong, c'est que pour une fois… On voit vraiment toute votre dynamique, c'était très bien. Juste, on va donner la parole un petit peu à tout le monde, comme ça on va voir tous les projets, parce que comme vous aviez dit, il y a aussi des projets collectifs dans Energy Sprong, il n'y a pas que des logements individuels. Et je voulais passer la parole à Paul Sachot pour avoir déjà un état des lieux de ce qui peut se faire. Et puis, on reviendra, Fabien Lasserre, ensemble juste après pour plus de questions-réponses. Mais voilà, vous nous avez déjà bien expliqué toute votre dynamique et puis le futur surtout, qui est très enthousiaste. Donc, Paul Sachot, donc vous êtes responsable réhabilitation et entretien donc, de S Métropole Habitat dans la métropole lyonnaise. Donc voilà, avec vous, on passe une marche supplémentaire. Et là, vous avez rénové, vous, 980 logements collectifs à Vaux-en-Velin. Et alors, vous n'êtes pas Energy Sprong tout entier, vous êtes Energy Sprong compatible. Qu'est-ce que ça veut dire, Energy Sprong compatible? Alors, vous m'entendez bien? On t'entend pas. Oui, vous m'entendez? Très bien, on vous entend, oui. Allez-y. Oui, alors la démarche Energy Sprong, c'est vraiment l'idée de faire
des bâtiments autonomes en énergie garantis pendant 30 ans. On sait bien le faire sur tout ce qui est des maisons individuelles, bâtiments, collectifs, R+3, R+4. Le problème, c'est qu'au-delà du R+4, on n'a plus assez de surface de panneaux photovoltaïques pour compenser le besoin en énergie. Donc, l'idée, c'est de se dire, Energy Sprong, on va dire la version classique originale, c'est un peu une sorte de première marche. La deuxième marche, l'enjeu, ça va être de faire un quartier E égale 0. Donc, c'est je fais des bâtiments très performants énergétiquement et je vais éventuellement trouver des solutions d'approvisionnement en électricité locale sur la toiture de mon école, de mon lycée, de mon supermarché ou des ombrières de mon parking. Alors justement, c'était une des questions, Paul, excusez-moi, c'était une des questions. Est-ce qu'il y a obligatoirement du photovoltaïque sur les toitures? L'ambition quand même sur les sujets Energy Sprong, c'est de viser du zéro énergie garanti avec baisser la consommation de 80% et ensuite qu'il y ait 20% de production d'énergie renouvelable locale. Donc ensuite, après, les contextes urbains, il y a un réseau de chaleur, il n'y a pas un réseau de chaleur, est-ce qu'une solution biomasse, ça peut se regarder. L'idée, c'est vraiment être ouvert sur les moyens, mais dur sur les résultats. Il se trouve que souvent, c'est extrêmement pertinent économiquement de faire du photovoltaïque. D'accord, très bien. Alors, Paul Sachot, est-ce que vous avez pu mettre du photovoltaïque sur vos tours, sur vos immeubles? Alors, comme je le disais, l'idée, c'est que la première marche, c'est ce qu'on fait. C'est la démarche Energy Sprong. La deuxième marche, c'est faire des quartiers E égale 0. Et l'idée, c'est que la deuxième marche est tellement haute qu'on s'est dit il faut peut-être créer une marche intermédiaire, qui est donc l'idée de Energy Sprong, qui est de la préfabrication sur mesure pour des bâtiments en usine avec du E égale 0. Moi, j'ai pas pu faire le E égale 0 parce que j'ai, dans un premier temps, pas la possibilité de mettre autant de panneaux photovoltaïques ni de pouvoir compenser. Mais je me dis, l'idée de la préfabrication du traitement de façade en utilisant des matériaux bas carbone peut être une marche intermédiaire. C'est pour ça que c'est pas du Energy Sprong classique, c'est du compatible parce que il suffit de rajouter un module énergie à l'échelle du quartier et je peux faire un quartier zéro énergie. Notre enjeu, il est pour As Métropole Habitat, 17 000 logements sur l'Est lyonnais, c'est de pouvoir avoir un parc énergétique E égale 0 d'ici 2050. Donc, on sait que la solution, c'est comme disait Sébastien, c'est pas forcément tous les bâtiments, mais on va peut-être l'expérimenter ponctuellement. Et là, ce qui est intéressant sur nos 988 logements, on a réhabilité donc ces logements en 19 mois. Normalement, on aurait dû le faire en 5 ans. Donc, on a vraiment réduit grâce à la préfabrication sur mesure. On a scanné le bâtiment, on l'a remodélisé en 3 dimensions, on a préfabriqué des panneaux de façade ossature bois français certifié, isolant à base de bouteilles de plastique recyclées en France et bardage à base de produits, à base de déchets de produits végétaux, notamment un produit qui s'appelle Neolife, qui est un bardage qui donne l'effet bois, mais qui est composé de composite et surtout de fibres de bois. Et là, l'enjeu, c'est de réduire les déchets, de produire plus vite, de produire de meilleure qualité, digne d'un produit neuf. Et aujourd'hui, on a réceptionné ce chantier il y a quelques mois et pour l'instant, on considère que les objectifs ont été atteints. On s'est cassé les dents sur des sujets. Mes confrères, notamment de Waterloo, n'ont pas ces problématiques-là sur des bâtiments R+10. R+10, on est sur une réglementation très compliquée en France qui exige un niveau vraiment très fort. Ce qu'on a pu faire, on a fait des ATEX, des avis techniques expérimentaux, pour faire valider des processus. Et notre idée, c'est d'être en mode open data. Donc, on est en train d'écrire un livre blanc avec Greenflex pour partager cette expérience, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et si c'est à refaire, qu'est-ce que nous ferions, qu'est-ce qu'on conseillerait aux autres de faire. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a bien compris la démarche Energy Sprong compatible. C'est déjà tout ce qui est isolation. Après, vous verrez un petit peu plus tard pour faire de l'énergie. On passe la parole à Isabelle Albert. Donc, vous êtes responsable ingénierie financière de ACM Habitat Montpellier et vous êtes au départ de la démarche. Vous avez été séduite. Alors, c'est vrai qu'en tant que comptable ou financière, on peut se dire qu'est-ce qui vous a séduit dans cette démarche finalement? Alors oui, moi je fais partie des gens effectivement qui peuvent des fois tomber à la renverse quand on leur parle du montant Energy Sprong. Donc je dois être normalement de ce genre de personnes-là. Et puis en fait pas du tout. Moi cette démarche elle m'a beaucoup séduite. Alors déjà au démarrage, pourquoi la première fois que je l'ai présentée, on m'a donné donc tout ce que j'ai entendu aujourd'hui
Oui, c'est-à-dire que c'était un nom barbare, que ça coûtait cher, etc. Et puis ensuite, ce qui est vraiment très intéressant dans cette démarche, c'est justement de s'unir. Donc, c'est grâce à la région Occitanie et à les organisations sociales de l'habitat de la région Occitanie qui se sont unies et qui ont décidé de réunir les bailleurs sociaux dans une ce qu'ils ont appelé là une task force, pour pouvoir avancer dans cette démarche. Et là, tout de suite, bon, on a senti que on était un petit peu moins seul sur cette démarche et c'était assez intéressant. Et ensuite, c'est vrai que Greenflex, alors je ne suis pas payée par eux, donc je n'ai aucun intérêt, mais ils sont vraiment à l'écoute des bailleurs sociaux dans ce cadre-là, dans le cadre de cette démarche. Et en travaillant ensemble, on arrive à comprendre la solution. Après, il y a plusieurs interrogations en interne qui sont arrivées et qui font qu'aujourd'hui, on est toujours à l'étude du premier projet pour justement lever les freins sur les interrogations que tout le monde a, mais que aujourd'hui, l'enthousiasme de chacun fait que je pense qu'elles peuvent être levées assez facilement. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y avait des questions pour tous les quatre. Déjà, comment vous avez travaillé avec les entreprises? Est-ce qu'elles ont joué le jeu de se regrouper? Parce que c'est vraiment innovant là, d'arriver à faire des préfabrications sur mesure selon vos bâtiments. Comment ça s'est passé? Bon, peut-être, oui, Sébastien? Je pense que ce qui est innovant, c'est de le faire dans la réhabilitation. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans la construction neuve. Je veux dire, aujourd'hui, les maisons bois, travailler des éléments plus préfabriqués, c'est pas quelque chose qui est complètement neuf dans la construction neuve. Il y a des gens sur le territoire, Modulem, GA, dans d'autres typologies d'ouvrages, qui ont déjà réalisé ça depuis des années. Là, l'enjeu, c'est d'arriver à relever ce défi-là. Et se relever de la performance, parce qu'il y a un moment, si on doit engager des montants plus significatifs, et que plutôt que de mettre 30 000 euros dans la réhabilitation, on se dit que c'est 1 000 euros d'économie par an sur 30 ans pour les réinjecter en investissement, j'ai besoin de garantie. Et simplement, aujourd'hui, on a besoin d'un chef d'orchestre qui garantit qu'on fait les choses. Donc, ça force à se poser ces questions, mais ça mène à des coopérations très vertueuses, puisqu'au lieu de se dire, pour 30 000 euros, est-ce qu'on fait l'isolation ou les systèmes énergétiques? Non, on va faire pour 60 000 euros les systèmes énergétiques et l'isolation. Par contre, ça va forcer à travailler ensemble dès le premier jour pour arriver à quelque chose de performantiel, avec des coopérations qui sont à la fois horizontales, entre professionnels, et verticales, des coopérations entre maîtrise d'ouvrage et entreprise. Donc forcément, ce n'est pas les modes de faire habituels, mais on y voit beaucoup de vertus et il faut faire du lien pour tout ça. Il faut des temps d'échange, de partage, de visite de projets pilotes et puis bien sûr s'appuyer sur les réseaux existants. Envirobat en Occitanie en est un, mais il y a des lieux où il y a déjà eu des réflexions collectives et c'est juste un thème additionnel sur lequel faire travailler des gens dans lesquels il y a un rapport de confiance. Ça peut être aussi via des fédérations, des branches des fédérations locales de différents métiers, architectes, entreprises, artisans. Mais l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ça parce que fondamentalement, réussir le défi d'une rénovation massive dans ce pays, c'est un sport collectif. Et un sport collectif, on travaille ensemble. Parfait, on a bien compris l'esprit d'équipe. Fabien, justement, tout à l'heure, vous parliez que vous, en tant que bailleur, vous étiez prêt à faire une usine, en fait, pour construire ces façades préfabriquées. Comment vous y êtes pris pour faire un consortium d'entreprises vraiment sur le terrain? Comment ça a fonctionné? Alors, oui, en effet, c'est que donc Énergisprong pour nous, c'est ce que je disais, c'est un peu le Graal, ça remplit tous les objectifs. Il faut se rendre compte que les logements qui sont faits en ce moment à Wattrelos, qui sont en cours de livraison, ça va très vite, les livraisons. On pose 4 façades par jour. Donc on va voir Madame Dupont le matin entre 8h et 10h, et 10h et midi après c'est Monsieur Dupuis, et puis Madame Durand à côté, etc. On déporte le chantier vraiment in situ. Ça change complètement la façon de gérer un chantier aussi, quoi. C'est assez impressionnant. Et donc, comme au niveau des entreprises, c'est vraiment de la rupture parce qu'on leur demande une garantie de performance, c'est compliqué. Alors, elles ont essayé de relever le challenge tout au début parce qu'il faut remonter l'histoire à fin 2015, début 2016. Il n'y avait pas d'autres exemples qui existaient en dehors des Pays-Bas. Et on s'est rendu compte que c'était assez difficile, donc il fallait qu'on revienne toujours à ce qu'on voulait, donc énergie zéro, garantie et attractivité pour le locataire. Ça, c'est les points qui étaient importants. Et à un moment, donc on s'est dit, nous, on a identifié 4000 logements, on pourrait travailler comme ça pendant 10 ans. Donc, on va voir si c'est possible de monter une usine. Donc, moi, j'ai fait le business plan. On a été aidé de consultants. On s'est approché de différents industriels, des façades de France, d'Europe, etc. Il y en avait qui étaient intéressés, des énergéticiens aussi pour créer des consortiums. On s'est rendu compte qu'en fait, sur le consortium, ce qui est important, c'est on a la phase de conception, on a la phase de fabrication des façades, des toitures et des modules énergie.
Et on a la phase de portage de la garantie, en fait, et de l'exploitation. Et tout ça, c'est, on va dire, pour la bonne recette, c'est assaisonné, saupoudré de numérique et de nouvelles technologies qui permettent de gagner en précision. Parce que là, on est quand même devant la très haute performance et sur de la rénovation. On fait plus du bidouillage comme on a pu faire sur les anciennes réglementations, etc. On est vraiment sur de la très haute performance. Il y a une mutation nécessaire au niveau du bâtiment. Donc c'est ça en fait, c'est trouver des groupements qui arrivent à intégrer l'ensemble. Il n'y a pas que les industriels qui ont la solution. Il faut les industriels qui apportent leur démarche qualité, etc. Mais aussi les entreprises, parce qu'on va devoir assembler in situ. Nous, on parle plus de chantier, on parle d'assemblage. Mais il y a des travaux aussi qui vont se faire sur place. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir repeindre les salles de bain. Il va falloir traiter l'amiante. Il va falloir mettre en conformité électrique la maison. Il va falloir traiter l'incendie. Et c'est pas que pour la maison individuelle. Et Paul a raison. Pour le collectif, c'est encore différent. Pour le grand collectif. Donc, il faut vraiment de l'industriel, de la très bonne conception, un travail d'architecte qui comprend comment faire une façade désirable avec des systèmes préfabriqués et assemblés, et des mainteneurs. Donc, c'est vraiment un groupement avec des entreprises qui souhaitent vraiment innover et voir les choses différemment. Parfait. Merci beaucoup. Et il y a des contrats spécifiques avec ces entreprises? Comment vous faites pour les avoir à côté de vous? Alors, sur les contrats, non, on a regardé tout au début sur les projets européens avec Greenflex, il est parti aussi des 2 premiers projets européens. Juridiquement, ce qu'on avait, donc il y a ce qu'on appelle des marchés globaux de performance énergétique qui existent juridiquement en France, qui regroupent en fait toutes ces briques. Donc, ça veut dire qu'on signe un contrat sur 30 ans avec quelqu'un qui va nous faire tout le diagnostic jusqu'à l'exploitation pendant 30 ans. Ça va être le même titulaire. Après, on essaye de regarder aussi, on a lancé d'autres opérations pour voir si on peut séparer ces briques, parce que les entreprises nous disent, on n'est pas prêt à se mettre, on discute avec les mainteneurs, ils ne comprennent pas avec les industriels, etc. et tout ça. Donc, on a essayé de faire des contrats aussi de conception-réalisation, de travailler avec notre exploitant habituel de notre parc, et après, d'adjoindre à ça un contrat de commissionnement qui porte la garantie. Voilà, donc on est vraiment au début de l'histoire, donc on essaie de tester différents marchés. Il y a des marchés qui existent. Aux Pays-Bas, il y a différentes formes de marchés qui existent pour tout traiter, mais l'objectif est toujours le même, c'est énergie zéro, maison en 3 semaines et garantie pendant 30 ans. Et pour compléter pour vous très bien, je pense que c'est une trajectoire d'innovation et cette innovation, elle est aussi contractuelle. Donc effectivement, on ne dérange jamais à une conception-réalisation. C'est quand même des bases essentielles d'avoir une conception intégrée avec quelque chose qui est assumé. Et puis ensuite, selon les contextes urbains, et puis aussi des choses qu'on va expérimenter pour voir et tirer le tour d'expérience. C'est ce qu'exposait Fabien. On sait que les marchés globaux de performance, ça fonctionne dans plein de contextes urbains. Il y en a d'autres où on se dit ça aura peut-être ses limites. Typiquement, j'ai un réseau de chaleur. Est-ce que c'est vraiment la forme idéale? Il y a des enjeux de maintenance qui sont moindres que s'il y a des équipements énergétiques à maintenir. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres formes? Voir un peu les biais qu'ont différents modes contractuels. Il n'existe pas une contractualisation parfaite, mais c'est sûr que du bloc mono-séparé, à mon avis, n'est pas la forme optimum pour arriver à 30 ans de garantie de performance énergétique. Donc, il nous faut explorer, dans le cadre le plus strict de ce que permet la commande publique, les formes contractuelles qui seront les plus vertueuses pour ces projets performants. Oui, on comprend bien qu'on est dans une démarche d'innovation. Aujourd'hui, il y a combien de bailleurs en France qui sont engagés dans cette démarche? On a plus de 35 bailleurs sociaux qui se sont engagés à des stades divers à lancer ces projets. Ça commence parce qu'il y a des éclaireurs et merci en tout cas à S Métropole Habitat et Vilogia d'avoir été précurseur. Merci en tout cas aussi à Madame Albert de lancer la démarche sur le territoire occitan, d'avoir en tout cas des premiers. On a besoin de précurseurs sur chaque territoire et puis ensuite, quand il y a des bailleurs qui lancent les choses sur un territoire, ça fait un effet domino très positif. On voit maintenant qu'il y a des démarches d'achat groupé interbailleurs, c'est ce que s'exposait Fabien. On a d'autres territoires qui sont tous ces démarches pour arriver à faire ensemble, en tout cas, et s'unir pour arriver à ces effets d'échelle qui vont permettre la structuration de ces filières industrielles. Ouais, je pense qu'on a bien compris l'objectif de mutualisation. Est-ce qu'il y a des questions, Jonathan? Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat. À côté de la liste des intervenants, il y a le petit onglet Q&R où vous pouvez dialoguer et poser vos questions en cliquant sur le nom de la personne à qui ça s'adresse. Alors, nous avons effectivement une question, concernant les architectes. Oui, sur le rôle des architectes, c'est ça. Je vous écoute, Jonathan. Je veux bien répondre. Pardon. Jonathan, si vous avez la question. Oui, quel est le rôle des architectes dans le cadre d'un projet Énergie-Sprong? Et donc, Paul Sachot, vous vouliez répondre. Pardon.
Oui, excusez-moi. La réflexion est la suivante. L'idée, c'est pas parce qu'on a un élément qui est préfabriqué qu'il est forcément standardisé. Je vous donne un exemple. Vous allez avoir un châssis d'une voiture. Ben, avec le même châssis, vous allez pouvoir faire différentes marques. Et ben, l'idée, c'est absolument la même chose. Donc, l'idée, c'est plutôt dire quel est le cahier des charges, des joints, des spécificités des panneaux préfabriqués. Comme ça, l'architecte va pouvoir librement imaginer une architecture qui va pouvoir coller à l'élément préfabriqué, qui fait que quand il sera installé, on ne pourra pas dire c'est un panneau préfabriqué, mais ça fait partie d'un ensemble. Pour le cas des 1000 logements, on a fait le choix de prendre 4 architectes différents pour avoir une diversité d'architecture tout en ayant une cohérence globale d'architectes. Et notamment dans le cadre du logement social, on a trop souffert d'une architecture trop typée, trop colorée, trop flashy. Quand on passe devant, on dit bah, tiens, c'est du logement social. Nous, notre enjeu, c'est de remettre la fierté d'habiter dans son logement pour le locataire par un choix d'architecture, de qualité des matériaux et de mise en œuvre pour qu'on ait un produit équivalent à du neuf, voire même mieux que certains programmes neufs d'accession à la propriété. Donc, et pour compléter le propos de Paul, je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'il y a besoin, quand on parlait de faire du 80-20, c'est bien de se dire qu'il y a 80% de similaires, de 20% adaptés. Et cette intelligence du lieu, de comprendre effectivement ce qui est important d'ajouter. La promesse, c'est bien aux gens, on leur fait un meilleur logement à ISO global et comprendre en tout cas cette qualité d'usage, quels sont ces aspects à travailler en même temps que la performance énergétique. On n'est pas là que pour améliorer la performance énergétique. Le rôle de l'architecte est essentiel dans l'équipe pour ça. La seule chose qu'on lui dit, c'est que tu vas jouer avec des briques nouvelles, tu vas jouer avec des façades, voilà ce qu'elles sont en capacité de faire. On va lui dire, voilà, en tout cas, le jeu de contraintes. Mais ce qu'on voit clairement dans les équipes qui remportent le marché, parfois on a eu des offres techniques d'entreprise au même prix et ce qui a fait la différence, c'est la qualité architecturale. Donc clairement, c'est des sujets. Dans ce sujet collectif, alors je ne sais pas dire si c'est l'arrière droit, l'arrière gauche, le défenseur central ou bien le milieu offensif, mais dans l'équipe, on avait besoin de l'architecte, on a besoin du mainteneur, on a besoin de l'électricien, on a besoin du plombier, on a besoin de toutes ces professions, tous ces corps d'État. Et c'est parce qu'ils sont tous ensemble qu'on arrive à cette qualité d'ouvrage. Merci. Alors, Isabelle Albert, moi, je voudrais revenir un petit peu sur votre démarche. Aujourd'hui, donc, vous êtes juste au départ. Quelle réticence vous avez dans la mise en place du projet ? Alors, aujourd'hui, ACM Habitat, c'est réhabiliter des logements en BBC Rénovation, a eu un label Promotelec cette année pour plus de 700 logements. Donc, tout ce qui est BBC aujourd'hui, c'est nettement maîtrisé, que ce soit au niveau coût, au niveau… Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur un point crucial en disant est-ce qu'on continue toutes nos démarches en BBC, puisque aujourd'hui, on arrive à faire ça sans augmentation de loyer pour nos locataires. Ou est-ce qu'on peut, mais dans ce cas-là, on ne pourra pas massifier, c'est-à-dire c'est bien ce qui a été dit aujourd'hui, c'est des choses qui prennent quand même beaucoup de temps, il y a une réhabilitation BBC, ou est-ce qu'on veut accélérer la cadence et pour arriver à 2050 avec un nombre significatif de logements rénovés. Donc, la démarche Énergisprong, moi, me paraissait assez intéressante. Donc, le premier frein, ça a été effectivement déjà la démarche globale. Donc, c'est pour ça que nous, on a choisi donc d'étudier une résidence qu'on a trouvée, R+3, de 24 logements, avec une des rares résidences qui est encore en DPEE sur notre patrimoine. Et donc, on a étudié cette résidence. Donc, au-delà de ça, il y a eu déjà les freins. Après, ça a été le coût. On m'a dit, mais là, ça va coûter très cher. Donc, par rapport à du BBC, qu'est-ce que ça va rapporter? Ensuite, il y a effectivement E égale 0, c'est très séduisant, mais on me dit, mais dans 30 ans, donc là, je fais vraiment l'avocat du diable. Mais dans 30 ans, est-ce que vraiment on arrivera à tenir avec les entreprises qu'on va prendre pour arriver à une garantie de performance énergétique? Et puis, il y a une bonne nouvelle quand même au milieu de tout ça, c'est qu'on avait bien pensé à E égale 0 et on pense toujours à performance thermique l'hiver, mais on est en Occitanie et à partir du 1er juillet, on va dire plutôt, il fait plus de 30 degrés pendant 8 semaines. Et l'intérêt de la démarche, c'était donc aussi de demander si on était vraiment sûr que cette démarche permettait d'avoir un gain, une qualité énergétique dans nos bâtiments l'été, donc un confort thermique d'été important. A priori, ça a été démontré. D'accord. Donc, voilà. vous êtes partant. Donc aujourd'hui, l'idée…
Oui, moi je suis depuis le début, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'explique chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, je suis persuadée que c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc voilà. Après, ce que je pense, c'est vraiment les retours d'expérience et comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des organismes qui ont commencé avec 10 logements et qui aujourd'hui massifient, c'est vraiment l'intérêt de la démarche et pour garder une note positive. Et ensuite, je pense que si on veut faire vraiment c'est le côté massification aussi qui est intéressant. On nous parle aussi de la performance, enfin de l'aspect architectural qui peut être intéressant aussi parce que c'est quelque chose qui peut faire peur aussi en disant ben oui, on va uniformiser partout, mais là c'est bien clair qu'on peut faire quelque chose de plus varié. Donc moi je pense que c'est vraiment une solution d'avenir, et ce qui est intéressant c'est que il y a des précurseurs là qui sont vraiment bien engagés et qu'on entend aujourd'hui et qui me donnent encore plus envie d'avoir des premières démarches sur oui, et donc en région Occitanie, voilà. Vous essayez de regrouper plusieurs bailleurs pour massifier justement encore plus. Juste un mot, Fabien, vous qui étiez vraiment précurseur dans les Hauts-de-France, quelles difficultés vous avez rencontrées? La difficulté principale, ça a été de convaincre quand même les entreprises d'aller avec nous dans cette démarche un peu folle. Donc ça, c'est la première chose. Mais donc, avant de lancer le premier marché, on a tiré l'expérience des Hollandais qui nous dit qu'il faut préparer quand même les entreprises au changement. Donc ça a pris à peu près 1 an de groupe de travail avec différentes entreprises pour construire le cahier des charges, etc. Et seulement à partir de là, on a lancé notre appel à la candidature pour un dialogue compétitif. Et si on avait lancé directement en disant bon, énergie strong, énergie zéro, garantie, personne n'aurait répondu. Donc ça, c'est la difficulté. Maintenant, la difficulté est moindre puisqu'il y a eu différents projets, des très gros projets comme celui de Paul, etc. Donc les entreprises arrivent à convaincre plus facilement une direction d'aller dessus et d'investir là-dedans. Après, la deuxième difficulté, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer la transformation, et c'est plutôt bénéfique, des bailleurs aussi. Le coût, on dit oui, 100 000 euros, c'est beaucoup trop, je pourrais jamais. En final, nous aussi, en tant que bailleurs, on doit s'interroger sur comment on utilise nos fonds propres, notre argent pour la maintenance et comment on ventile ça en fait sur des bilans financiers sur 30 ans. Donc ça nous interroge aussi sur comment on va gérer ces contrats sur 30 ans. Au début, ça fait très peur parce qu'on a l'habitude de remettre en concurrence tous les 4 ou 5 ans l'exploitation. Et puis au final, si on regarde les choses différemment, on se dit en fait, c'est peut-être plus sécurisant parce que nous, on a plus de temps à passer pour notre relation avec notre locataire qui est dans la précarité, etc. et tout ça. Et on a externalisé une partie du problème. En tout cas, nous, c'est intéressant sur les maisons individuelles parce que ça demande beaucoup d'efforts d'entretien, etc. Donc voilà, je dirais qu'il y a de moins en moins de difficultés. Il y a une difficulté financière, mais on se rend compte si on est astucieux, on arrive à la combler, que les prix vont baisser au fur et à mesure. Les difficultés disparaissent au fur et à mesure et c'est tant mieux. Parfait. Paul, tout à l'heure, vous aviez parlé des biomatériaux, enfin des matériaux bas carbone pour faire les préfabrications, les façades préfabriquées, pardon. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel matériau? Je pense aux matériaux biosourcés, par exemple, ou c'est vous qui choisissez quel matériau vous voulez mettre? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a donné une obligation de résultat, pas une obligation de moyens à nos entreprises. Donc, on leur a dit, trouvez-nous des solutions qui soient le plus bas carbone. Quand on parle de biosourcé, ça sous-entend que ce ne sont que des matériaux d'origine naturelle. Ça sous-entend qu'on ne prend pas du tout compte de tout ce qui est matériaux recyclés. L'idée du bas carbone, c'est d'assumer le fait du biosourcé et du recyclé en même temps. Ça fait les deux en même temps. Et c'est là où on s'est vite rendu compte que la réglementation est extrêmement éloignée de ce milieu-là. Parce que très peu de produits, quand on a démarré, très peu de produits étaient sous avis technique. En 3 ans, le CSTB a validé énormément de produits. On travaille sur de l'isolant à base de bouteilles de plastique recyclées, il y a du coton recyclé, il y a, un début de certification donc sur la fibre de bois, ça c'est bon, sur de la paille de riz. Donc c'est en train de se développer, mais c'est extrêmement long. Et en fait, les industriels de ces matériaux bas carbone, c'est un peu comme les industriels qui vont faire nos façades préfabriquées. Eux, ils disent, si j'ai pas une vision claire à long terme en termes de volume, moi je peux pas engager 100 000, 200 000 ou 500 000 euros pour me faire certifier sur ces produits-là. Donc, ils ont besoin d'être rassurés. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on se rend compte que même si on a une bonne volonté entre bailleurs, des fois,
Après, c'est pas à notre échelle, c'est à l'échelle politique, au-dessus. Je sais que, donc, à l'échelle de la métropole de Lyon, par exemple, on a réhabilité en 5 ans 5000 logements sociaux. Et ben, l'enjeu de la métropole de Lyon a dit, d'ici 10 ans, d'ici 2030, c'est 53 000 logements qui devront être réhabilités. Sachant qu'on a fait 5 000 logements en 5 ans, on se rend compte que les poseurs d'isolants ont été saturés. Donc, c'est pas à la place des entreprises de façade classique qu'on vient faire ces façades préfabriquées, mais c'est bien en complément et pour accélérer le processus. Et en faisant ça, ça peut permettre aux industriels de dire, regardez, il y a une commande publique qui est faite, et donc, rassurez-vous, les commandes derrière vont pouvoir suivre. Et c'est ça, en fait. Ils ont besoin d'être assurés pour pouvoir investir. Pour compléter le propos de Paul, il y a le fait aussi que comme la réglementation dans le neuf va engager beaucoup plus de place dans les biomatériaux, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui nous disent « je veux utiliser les mêmes solutions de façade dans le neuf que dans l'ancien ». Et donc, les évolutions de la réglementation dans le neuf vont avoir aussi des co-bénéfices positifs dans l'utilisation de ces solutions aussi dans l'ancien. Donc, on a aussi cet effet de bord positif. C'est sur tous les marchés qu'on va les bouger positivement. Dans les Hauts-de-France, il y a un exemple très intéressant. Moi, j'ai discuté l'an dernier avec un jeune entrepreneur à côté de Saint-Quentin dans l'Aisne. Il a monté son usine d'isolation à base de paille. Et en fait, c'est extrêmement vertueux parce que donc lui, ça intéresse beaucoup Énergie-Sprong ou la construction neuve. Donc, il arrive au même niveau de coefficient thermique et il récupère en fait tous les déchets végétaux auprès de tous les agriculteurs. Donc, c'est super parce que c'est complètement circulaire, c'est local et ça, on peut le reproduire dans plein d'autres régions. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, alors on retourne aux questions. Jonathan, avez-vous des questions d'auditeurs? Oui, donc deux questions. Je vous propose deux questions. Donc, s'il n'est pas possible de faire du photovoltaïque, est-ce que ça remet en cause l'atteinte du égal zéro forcément? Pas forcément. On peut imaginer qu'il y ait des opérations, on le fasse avec de la biomasse. Il y a des opérations, l'opération pilote anglaise, elle était faite avec un chauffage par géothermie. Enfin, l'idée, c'est comment on est intelligent ensemble en fonction de ce qu'est le mix énergique du territoire. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai récemment travaillé sur une opération de stratégie du département du Gers. Voilà, il y a une filière biogaz et une filière bois qui sont très, très, très importantes dans le Gers. Peut-être qu'on fera des opérations avec ce type de forme d'énergie. L'idée, c'est de viser avec le résiduel après avoir réduit massivement le besoin en énergie renouvelable locale. Et chaque territoire a ses forces et ses faiblesses. Je trouve que souvent, ça fait du sens, mais en tout cas, il y a des opérations spécifiques. Et puis parfois, on est Énergie-Sprong compatible et c'est aussi très bien. De toute façon, l'intérêt au niveau des Énergie-Sprong, ce que je trouve l'intérêt fort, c'est que ça travaille à la fois sur la sobriété énergétique, donc très haute performance, qui est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone 2050 en France, et aussi sur la production d'énergie renouvelable. Qu'elle soit locale ou diffusée, comme disait Paul, par exemple, à l'échelle d'une métropole, on peut envisager des fermes solaires ou des puits de géothermie ou des réseaux de chaleur vertueux, ce qu'on veut. Mais en tout cas, on travaille la sobriété énergétique, la production d'énergie renouvelable, on l'adopte, et tout ça, c'est garanti. Parce que, par exemple, si quelqu'un vient me proposer une usine de méthanisation, mais me dit, Monsieur Lasserre, je peux, du biogaz, parfait, c'est décarboné, moi, c'est super, et puis on a plein de déchets végétaux dans les Hauts-de-France. Alors, je peux vous le garantir pendant 10 ans. Je dis, non, parce que moi, je m'engage sur 30 ans. Donc, vous me faites une filière de méthanisation de biogaz sur 30 ans, je signe tout de suite. Si c'est sur 10 ans, ça ne m'intéresse pas parce que je retombe dans les mêmes travers qu'avant. Oui, on voit bien comment ça doit s'adapter au territoire, justement. Jonathan, une autre question? Donc, une autre question, est-ce que la démarche est transférable sur d'autres typologies de bâtiments, comme les bâtiments éducatifs, par exemple? Absolument, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vise. Les Hollandais ont vraiment se dire, pour arriver à faire bouger les filières, concentrons nos départs sur un segment de marché et on va dresser les autres par effet dominant en cascade. Aujourd'hui, quand on fait du véhicule électrique, on n'a pas commencé par faire des monospaces électriques. On a commencé par faire des petites citadines et des voitures, en tout cas de sport. Et au fur et à mesure, on travaille sur d'autres segments de véhicules. Là, c'est la même chose. Les Hollandais ont commencé dans le logement social par des maisons individuelles de bailleurs sociaux, puis par des logements collectifs de bailleurs sociaux pour ensuite faire des bâtiments éducatifs. On a aussi des collèges, des écoles qui ont parfois été construits de façon assez homogène à certaines périodes de l'histoire. Avant de maintenant, ils s'attaquent, les Hollandais, aux copros. Et on commence à arriver sur les marchés privés par étapes. Et on a la chance aussi d'avoir un projet précurseur à Saint-Jean-de-Védas, en Occitanie, avec une collectivité qui est intéressée de se dire, voilà, j'ai envie d'être un des premiers bâtiments pilotes, un des premiers, en tout cas, écoles pilotes, pour rénover une école zéro énergie. Donc ça, c'est aussi intéressant. Alors, c'est le tout début de l'histoire. Autant aujourd'hui, on est dans les centaines de logements rénovés en France, énergie zéro. Là, on va faire la première école, le premier collège, le premier lycée, le premier bâtiment universitaire.
Donc, il y a encore des progrès à faire, mais effectivement, clairement, c'est une typologie d'ouvrage sur laquelle on peut imaginer une massification et qui est aussi un relais. Parce que l'idée, c'est que les écoles et par exemple les bâtiments éducatifs, on s'en occupe, ça occupe les entreprises 2 mois l'été. Mais l'idée, c'est qu'il y en a par exemple des entreprises qui vont travailler de septembre à juin à rénover des logements sociaux ou des logements privés et des copros. Et par contre, l'été, elles vont concentrer les moyens, quand il n'y a pas d'élèves, à traiter les bâtiments éducatifs. Donc, ça peut être un très bon complément de marché pour les entreprises. Très bien, merci beaucoup. Allez, je donne la parole aux auditeurs avec un dernier sondage. Donc, vous avez compris comment ça fonctionnait. La question va s'afficher en dessous de votre player et vous pouvez répondre en cliquant directement. Et alors, la question, c'est tout simplement, est-ce qu'Energy Strong vous semble adapté au contexte français pour rénover massivement les logements? Est-ce qu'à votre avis, on peut en faire partout en France? Réponse oui ou non. Et en attendant, on peut essayer de voir si vous avez encore des questions. Jonathan, est-ce qu'il reste des points à aborder? Alors, une question. Alors, on a abordé des éléments de réponse, mais quelle place pour les filières locales dans ce modèle-là? Oui, c'est vrai qu'on a abordé les filières paille, par exemple, en Hauts-de-France, les filières biosourcées. Est-ce qu'il y a d'autres filières qui se mettent en place, Sébastien Delpont, par exemple? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte aux Pays-Bas, il y a 50% des marchés qui ont été pris par des grandes entreprises, des équivalents des Bouygues, des Eiffage, Vinci, et 50% par des entreprises locales qui ont su grouper leurs compétences parce c'est une entreprise de 80 personnes qui fait de la maintenance de systèmes énergétiques. Ils sont experts du photovoltaïque, des pompes à chaleur. Par contre, les façades, c'est pas leur truc. Et ben, ils se sont mis avec un spécialiste local qui fait des façades bois. Et c'est un charpentier qui a grandi, qui a acheté quelques machines-outils. Ils étaient 20 il y a 10 ans, maintenant ils sont 60. Et ensemble, ils font une très belle équipe avec un architecte et un bureau d'études. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de développer aussi, et c'est l'objet des clubs entreprises qu'on anime sur les territoires, comment on fait monter en puissance le tissu d'entreprise. L'idée, c'est que ce soit des démarches qui aident à cette montée en puissance précieuse et qui bénéficiera au développement de ces économies territoriales. Donc, on est vraiment au service du territoire. Donc, les petites entreprises peuvent tout à fait trouver leur place, mais il s'agit de les aider et de les appuyer pour ça. Et ce qu'on œuvre à faire en lien avec les collectivités, les fédérations et puis les pôles de compétences existants sur les territoires pour ça. Donc, clairement, elles ont leur place. Si elles ont cet appétit d'innovation, on voit des solutions remarquables. Aujourd'hui, la meilleure entreprise hollandaise, c'est une PME. Ouais, donc les PME ont toute leur place, notamment en mutualisant donc avec d'autres entrepreneurs. On a bien compris. Alors, est-ce qu'on peut avoir le résultat du sondage? Est-ce que c'est possible? Alors, oui, il est possible de rénover massivement à 81% les logements en France. Alors, il reste quand même 20% de non. Et comme c'est vrai, comme on disait au départ, c'est peut-être pas adapté à tous les types de logements, hein, Sébastien Delpont. Oui, en France, aujourd'hui, on a fait la modélisation département par département en fonction des typologies constructives pour se poser ces questions. Aujourd'hui, il y a 10 millions de logements qui sont adaptés à des rénovations zéro énergie, donc du full Energy Strong, et 5 millions pour du Energy Strong compatible. Alors, on parle donc de 15 millions adaptés sur les 26 millions de logements français à rénover. Donc, ce n'est pas effectivement l'approche qui s'adaptera partout, mais ce n'est pas une solution marginale qui va s'appliquer à 1% du parc. Il y a vraiment un potentiel massif. Ensuite, bien évidemment, il y aura des équations économiques à regarder. Des fois, c'est techniquement possible, mais il n'y a pas forcément de sens économique. Il faut arriver à faire ces arbitrages. Mais clairement, ça sera une solution non négligeable et qui nous permettra précieusement, en tout cas, de relever cette bataille du climat et d'atteindre nos objectifs énergie-climat en 2050. Elle aura toute sa part parmi d'autres. Et ce n'est pas une solution exclusive d'autres solutions qui seront parfois, en tout cas, plus adaptées sur certaines typologies de patrimoine. Ah ouais, c'est vraiment la complémentarité des technologies qui fera qu'on arrivera à rénover tous les bâtiments. Jonathan, une dernière question peut-être? Je crois qu'on a fait le tour des questions. Eh bien, si on a fait le tour, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à vous remercier parce qu'on est vraiment dans les temps, c'est impeccable. Merci beaucoup aux 4 intervenants. Même avec les problèmes de connexion ou quoi, on a réussi. Bravo pour vos initiatives pionnières. Et puis, bonne continuation à tous les 4. Encore merci. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Rendez-vous à Montpellier maintenant au salon physique d'Energaia les 8 et 9 décembre. Voilà, à Montpellier. Merci beaucoup à tous. Merci et à très vite. Merci. C'est des beaux projets. Merci. Merci. Et tous les